Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, critique, c'est l'heure de la critique. Mais pas d'un jeu, pas d'un module, mais bien d'un ouvrage technique. En fait, je vais vous parler de mener des parties de jeux de rôle, le premier ouvrage de la collection Sortir de l'auberge publié chez le Lapin Marteau en 2016. Ça fait donc 10 ans, et malgré ces 10 belles années, le livre se tient encore très bien et il est encore très pertinent de près de ses 400 pages avec plus de 18 contributeurs et bien plus qu'une vingtaine d'articles consacrés à la préparation et à l'animation des parties. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces livres-là. Ben, déjà de un parce qu'ils ont quand même fait du beau bruit lors de leur sortie, mais aussi parce que je les ai mentionnés brièvement dans ma vidéo Top 10 2025, de mes ouvrages qui m'avaient marqué en 2025. Et j'avais dit à ce moment-là que je voulais revenir éventuellement sur ces livres-là. Et maintenant, chose faite, mais je voulais prendre le temps de le faire, prendre le temps de bien planifier le tout. Donc, une petite série de vidéos ponctuelles qui vont sortir éparses ici et là sur la chaîne concernant ces 3 ouvrages-là, en lien avec l'animation de parties du côté du meneur, du côté des joueurs, une boîte à outils pour animer des parties de jeux de rôle. Il y a un peu de tout pour tous les goûts et ça peut justement plaire à un peu tout le monde parce que le constat est assez simple. Après des décennies de pratique, le jeu de rôle a accumulé quand même une quantité assez impressionnante de techniques, de réflexion et de savoir-faire, mais une bonne partie de ces connaissances qui continuent à circuler oralement entre deux parties, sur des forums, dans des habitudes de groupe qui ne prennent pas toujours le temps d'être formulées de manière claire et précise et qui pourraient potentiellement intéresser d'autres personnes. Et je trouve ça intéressant parce qu'en anglais, c'est quelque chose qui est assez, je dirais, popularisé. Il y a beaucoup d'ouvrages quand même qui sont sortis sur comment être un bon meneur de jeu, des ouvrages de techniques et d'astuces, comment écrire un module. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup pour tous les goûts, avec toutes les formules, avec beaucoup de visuels, très techniques, plus, on va dire un peu plus mise en pratique des exercices et tout ça. En français, ça existe. Mais ce n'est pas non plus la mer à boire. Vous n'allez pas en trouver nécessairement sur toutes les étagères. Donc, je trouvais ça vraiment cool de pouvoir me pencher sur ces 3 ouvrages que j'aurais aimé savoir disponibles en fait au Québec avant de les ramener de France. Malheureusement, ils ne sont pas ici avec moi parce que, comme vous pouvez le voir derrière, je manque de place. Il y a beaucoup de choses qui sont installées un peu partout, éparpillées autour de moi. J'en ai beaucoup chez mes parents. Donc, justement, ces 3 ouvrages-là qui sont massifs, on ne se le cachera pas. Donc, je ne les ai pas avec moi, mais j'aurais aimé ça, le savoir, avant de les ramener justement dans ma valise parce que, eh bien, pour les gens du Québec, j'ai vu passer sur le Valet de Cœur certains des ouvrages du Lapin Marteau disponibles, dont justement ce fameux mener des parties de jeux de rôle. Reste à voir, il y en a combien d'exemplaires? Peut-être qu'il y en a même déjà plus, mais de savoir que ces livres-là, plus justement techniques théoriques, sont disponibles au Québec, je trouve que c'est très cool. Avant de vraiment sauter sur un peu la proposition du livre, je trouve que c'est quand même important de mentionner les auteurs, les gens qui se trouvent à l'intérieur des pages, qui ont proposé leur plume pour pouvoir donner des conseils et autres choses du genre. Bien entendu, on peut retrouver Corélie David et bien sûr Jérôme Brand-Larry, qui sont les 2 têtes pensantes dirigeantes du Lapin Marteau, mais également il y a Olivier Caira, qui a écrit Jeux de rôle, les forges de la fiction. Il y a beaucoup d'auteurs, je vais vous avouer, auteurs et autrices que je ne connais pas malheureusement dans le lot, mais il y a Sébastien Delfino qui a fait des illustrations pour certains ouvrages, qui a construit des systèmes de jeu. Il y a Fabien Deneville, Nicolas Dessau, Romain Ducier, je sais qui, Jean-Philippe Jaroski, l'auteur de Gagner la guerre et de Téduum pour un massacre, qui est le jeu de rôle historique qui a participé. Il y a bien entendu, là, je suis très content, je ne le savais pas en fait avant de lire l'ouvrage, Alexandre Kobayashi, que moi j'aime d'amour, j'aime beaucoup ce qu'il fait, Thomas Munier également, Isabelle Perret, j'ai Grégory Porkoreski, qui a traduit Apocalypse World, que j'ai ici, Thomas Robert, Pierre Rosenthal, bien entendu, et Stéphane Stefflong Treille. Donc vraiment, un peu de tout, de tous les profils des meneurs plus modernes, justement PBTA-esque, à des meneurs un peu plus old school, comme Alexandre Kobayashi par exemple. Donc on a vraiment un peu de tout condensé dans presque 400 pages de conseils et d'astuces. Et sur papier, le livre pourrait facilement ressembler à un manuel destiné à enseigner la bonne manière de jouer un jeu de rôle, mais heureusement,
le livre évite ce piège dès son introduction. Donc ainsi, sa proposition, c'est pas de définir ce qu'est un bon meneur, on s'entend, là, mais c'est de permettre à chacun de comprendre les choix qu'il effectue autour de la table. L'expérience ne se mesure pas seulement au nombre d'années qu'on passe derrière un écran, là, c'est vraiment plus comment, je dirais, on trouve la capacité à reconnaître les habitudes qu'on a, à les modifier et à choisir consciemment une manière de jouer en fonction du groupe avec lequel on se trouve. Donc, soit le groupe, le jeu ou même l'expérience qu'on recherche. Et je pense que c'est quand même une des idées assez fondamentales du livre et qui est assez mise de l'avant, c'est que c'est pas une méthode unique, c'est une collection d'outils. Certains peuvent être combinés, certains vont se contredire volontairement, puis c'est correct aussi entre eux parce que justement, il y a différentes méthodes, différentes façons de voir les choses. Il y a un conseil qui est pertinent pour justement une partie plus old school. Ça va peut-être être un peu moins, disons, mis de l'avant pour un jeu plus à la narration partagée. C'est vraiment pour ça. En fait, une des nombreuses raisons pourquoi j'ai beaucoup aimé ce livre-là, c'est vraiment cette espèce de multipluralité d'idées, de façons de voir. Donc, en tant que lecteur, tu es constamment invité à prendre ce qui te semble utile et à expérimenter, puis à laisser de côté le reste. C'est vraiment ça qui est très, très chouette, parce que l'ensemble, en fait, de l'ouvrage se divise en 4 grandes parties. La première, c'est s'intéresser à la préparation. Donc, vraiment, l'organisation très concrète d'une partie, la création d'un scénario, l'adaptation d'une œuvre qui existe ou pas, même la construction procédurale d'un donjon est abordée. C'est une section qui montre bien l'étendue du projet, donc passer la gestion des horaires, la considération de beaucoup plus complexe des fois que juste concevoir une partie, juste gérer les horaires entre les personnes, ça peut être un bon travail. La seconde partie de l'ouvrage s'intéresse aux compétences fondamentales d'un meneur de jeu, d'une meneuse. Donc, enseigner un jeu, comment est-ce qu'on le présente, décrire, improviser, incarner des personnages non-joueurs, gérer la linéarité d'une partie, animer des combats, mettre en scène des séquences plus précises, comme par exemple une cérémonie, une poursuite ou même un voyage. Je trouve vraiment que c'est dans cette section-là que le livre est le plus convaincant, qui réussit vraiment à tirer son épingle du jeu, parce que plusieurs chapitres qui viennent mettre des mots sur des gestes, des habitudes, des manières de faire que beaucoup de meneurs de jeu, dont moi y compris, je me mets dans le lot, on va accomplir de manière instinctive sans vraiment verbaliser le quoi du comment. On fait quelque chose, on sait qu'on le fait, on sait que ça marche, mais on ne va pas nécessairement creuser la manière d'expliquer ce qu'on vient de faire et qui a fonctionné pour que quelqu'un d'autre puisse se l'approprier. Et ça, je trouve ça très chouette. À titre d'exemple, il y a une section qui parle de la description, comment décrire un endroit et tout ça. Eh bien, on ne va pas juste dire d'utiliser les 5 sens, on va vraiment aller plus profondément sur comment sélectionner, quelle information sélectionner dans la scène actuelle, une information qui est pertinente à partager, comment décrire progressivement un lieu, comment adapter le rythme de la description à l'action que les joueurs et les joueuses vont entreprendre. Ça, je trouve que c'est vraiment cool. Un autre chapitre que j'ai beaucoup apprécié dans cette deuxième section, c'est celui qui parlait de l'improvisation. Parce que l'improvisation, c'est quelque chose qui est encore présent, qui évolue avec le temps, mais qui demeure tellement, je trouve, essentiel dans le jeu de rôle et qui est aussi des fois un peu, pas nécessairement nébuleux ou du moins mal compris, dans le sens où le chapitre, en fait, pour être clair, le chapitre défend l'idée assez importante avec laquelle je suis absolument d'accord, c'est que improviser ne signifie pas nécessairement d'arriver sans préparation. Des fois, on voit des gens, j'en vois beaucoup passer en ligne, des gens qui disent « Bah, t'as juste improvisé de A à Z ta partie, tu vas go with the flow avec les joueurs et les joueuses, puis c'est le fun, on fait juste avoir du fun sans se casser la tête. » Peut-être, mais je pense, et c'est ce que l'ouvrage en fait présente aussi, qu'il est possible de préparer des noms, des ambiances, des situations, des réactions typiques sans déterminer exactement comment ces éléments-là vont apparaître en jeu. Et à ce moment-là, la préparation ne sert pas à prévoir le déroulement d'une partie, mais plutôt à fournir au meneur ou à la meneuse assez de matière pour répondre aux décisions des joueurs dans l'improvisation. Vous voyez, tout le temps, c'est toujours un peu dans la nuance, et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment super bien amené. La troisième section aborde des techniques plus précises, donc commencer une séance, unir ou diviser un groupe, rendre des événements personnels pertinents en jeu, provoquer certaines émotions ou transformer vraiment un scénario isolé en une campagne sur le long terme. C'est des chapitres qui vont demander, je crois, un certain recul, peut-être pour des gens qui ont un peu plus de pratique dans le milieu, mais c'est vraiment des propositions et des conseils qui sont super pertinents et encore aujourd'hui, en fait. Ça reste que cette section-là, je trouve qu'en bonne partie, c'est intemporel.
Et finalement, la dernière partie explore des pratiques plus particulières. Et ça, c'est intéressant parce que, comme je l'ai mentionné, sorti en 2016, il y a des choses qui ont assez évolué avec le temps. C'est pas un défaut, c'est juste que c'est un livre qui sort de son époque, on va dire ça comme ça. Les aides de jeu, ça reste que c'est pertinent, mais voyez-vous, il est parti à distance. T'sais, on s'entend, ça devait être quelque chose d'un peu plus marginal lors de la publication de l'ouvrage, chose qui aujourd'hui est beaucoup plus pratiquée avec la pandémie en 2020. Les jeux en ligne ont vraiment explosé. Il y a aussi une présentation, vraiment les différences entre l'approche old school et l'approche narration partagée. Ça aussi, je trouve personnellement, en tout cas, je trouve que ça a évolué avec le temps. Et c'est vraiment cette section-là qui conclut le livre. Et pour moi, la plus grande qualité, en fait, de mener des parties de jeux de rôle, c'est vraiment dans sa diversité. Les contributions, comme je l'ai mentionné, les auteurs et autrices qui sont invités, c'est des gens de différentes générations, de différentes traditions ludiques. Ça peut défendre l'exploration dangereuse, ça peut défendre la création aléatoire de personnages, puis avoir quelques pages plus loin qui vont être des techniques un peu plus, on va dire, précises sur comment confier de la narration aux joueurs. C'est vraiment des manières de faire qui sont différentes, mais qui sont pertinentes selon le type de joueur ou meneur que vous êtes. Et cette pluralité-là de l'ouvrage l'empêche de devenir justement trop dogmatique. Vraiment, on est très loin de ça. Ça donne au lecteur l'impression de consulter plusieurs meneurs expérimentés, qui chacun viennent avec leurs expériences, qui viennent expliquer leurs méthodes de préférence, les problèmes auxquels ces meneurs-là, ces auteurs-là et autrices tentent de répondre. Et ça fait vraiment un véritable effort à transformer des réflexions en outils utilisables. Et ça aussi, c'est vraiment important. Comme je l'ai mentionné au tout début, il y a de nombreuses choses qui, assurément, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans l'ouvrage que vous faites déjà. J'en suis persuadé, c'est sûr et certain. Mais la force du livre vient aussi de sa capacité à être capable d'avoir eu... En fait, les auteurs ont été capables de traduire, ou plutôt de transposer leurs paroles en texte, et que ce texte-là est compréhensible pour tout un chacun. Les exemples sont nombreux, et les chapitres se terminent souvent par des fiches de synthèse et des résumés qui permettent de revenir rapidement sur une méthode sans avoir à relire une quinzaine de pages. C'est vraiment pratique pour préparer une séance ou travailler une compétence précise qui est proposée dans l'ouvrage. Par contre, cette structure, cette manière de structurer avec plusieurs auteurs et autrices, ça apporte, je trouve, puis là, c'est vraiment très personnel, puis on s'entend, c'est pour trouver des petits détails, une certaine, je dirais, inégalité, dans le sens que les chapitres n'ont pas la même profondeur, ni le même ton, ni même l'utilité immédiate. Certains vont avoir des réflexions plus complètes, je trouve, accompagnées d'exemples précis. D'autres vont plus être une longue série de recommandations. Il y a quelques répétitions, comme l'implication des joueurs, la communication et tout ça, mais c'est vraiment juste pour on va dire, trouver des défauts, parce qu'en soi, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange tant que ça, mais au moment de ma lecture, ça m'avait quand même surpris, ou du moins marqué, cette espèce de dissonance qu'il pouvait avoir d'une section à une autre, mais c'est un peu ça un recueil. Puis c'est aussi ça la beauté de la chose, de voir les divergences autant dans les pratiques que dans la manière aussi de présenter l'information. Donc, mener les parties de jeu de rôle, c'est pas un livre qui est pour une méthode rapide. C'est pas un guide universel capable de régler tous vos problèmes autour d'une table. Ils sont pas là pour ça, les gens qui ont écrit ce livre-là. C'est vraiment un ouvrage auquel on revient lorsqu'on a une question précise. Est-ce qu'on se pose vraiment comment améliorer telle description, comment rendre un combat plus intéressant, comment commencer une campagne, comment laisser davantage d'espace aux joueurs. Et je pense que c'est vraiment sa plus grande réussite, c'est pas de fournir des réponses définitives, là, on s'entend, mais vraiment plus d'apprendre, même à un meneur expérimenté, on va dire des nouvelles techniques, des nouvelles pratiques qui peuvent équivaloir à une autre, et comprendre laquelle de ces techniques-là est vraiment celle qui nous intéresse le plus. À comprendre pourquoi est-ce qu'une technique fonctionne, ce qu'elle cherche à produire, dans quelles circonstances ça pourrait être plus pertinent de l'utiliser qu'une autre. Ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc, près de 10 ans après sa sortie, oui, il y a certains éléments qui ont peut-être vieilli, mais le principe central demeure solide. Donc, progresser comme meneur, ça ne consiste pas à suivre une recette. Ça ne consiste pas à, disons, apprendre quelque chose par cœur. C'est vraiment acquérir suffisamment d'outils pour décider, en toute connaissance de cause, quelle expérience on souhaite construire autour de la table et justement, quels outils on souhaite mettre en pratique. C'est pour ça aussi la beauté de la chose. Autant de personnes qui viennent nous proposer autant de conseils différents. Et là, je me suis fait un petit top 10 des conseils qui j'ai trouvé vraiment plaisant à lire et relire dans l'ouvrage. Je vais vous les dire rapidement. Vraiment juste pour vous montrer un peu le type
d'approche qu'il y a dans le livre. Il y a décrivé par couches successives, et ça, je trouve ça incroyable. Donner l'essentiel, enrichir ensuite la scène en fonction des actions et des questions et des perceptions des personnages. Chose que, personnellement, je dois pratiquer aussi. Deuxième conseil, privilégier les informations pratiques. Donc, une description doit d'abord permettre aux joueurs de comprendre la situation, d'évaluer leurs possibilités et de prendre une décision. Troisième, préférer le non-mais. Lorsqu'une action est impossible, utilisez tout de même la tentative pour révéler une information ou proposer une autre voie. Ça aussi, j'aime beaucoup ça. Préparez-vous à l'improvisation. Ça, je l'ai mentionné tout à l'heure, vraiment la liste des noms, des lieux, tout ce que ça demande. Une improvisation, ça se prépare malgré tout. Poser des questions ciblées, donc une question précise, ça stimule davantage la créativité d'un joueur qu'une question vraiment générale qui réduit, on va dire, la crainte de mal répondre. On veut vraiment que ça soit précis, précis, précis. Commencez par l'essentiel, on présente rapidement la situation, les objectifs, les éléments distinctifs du jeu, puis on laisse les joueurs et les joueuses apprendre en jouant. Ça, c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup. Donner un objectif au combat. Pourquoi il y a un affrontement? À quoi ça sert? Est-ce que c'est pour faire évoluer l'histoire, révéler un personnage, modifier une situation, plutôt que simplement juste avoir un combat pour un combat, bien que ça peut être le cas si tel est votre plaisir? Distinguer la linéarité et le dirigisme. Un scénario peut suivre une direction claire sans retirer au joueur la possibilité de choisir comment affronter les situations proposées. Ça, je trouve ça intéressant aussi énormément parce que oui, il y a des idées, il y a des concepts où est-ce qu'on veut atteindre un idéal, on veut atteindre un objectif, mais la façon de s'y rendre peut vraiment aller dans tous les sens. Conseil numéro 9, faites confiance aux joueurs. Prenez leurs propositions au sérieux et intégrez-les réellement à la partie afin que leur participation ait des conséquences visibles en jeu. Il faut leur faire confiance. Et finalement, le dernier conseil que j'aime beaucoup, pensez à long terme, écrivez à court terme. Donc, préparez les grandes orientations d'une campagne, mais les développements, vous les construisez à partir des parties jouées. Vous les construisez à partir des événements qui se sont déroulés en jeu, des actions qui ont été posées par les personnages, même si vous avez votre scope de manière générale, même si vous avez la vision d'ensemble de votre campagne, ce qui se déroule dans l'immédiat et dans le très court terme, là, ça, prévoyez-le vraiment au fur et à mesure de la partie. Ça, je trouve ça incroyable. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que ça donne un sentiment d'implication et de réactivité très forte à l'univers qui entoure les joueurs et les joueuses. Bref, c'était le dernier conseil que je voulais mentionner qui était écrit dans l'ouvrage de mener des parties de jeux de rôle. Le premier livre, en fait, du triptyque de Sortir de l'auberge publié chez le Lapin Marteau en 2016. Hey, c'est ça ce que j'en ai pensé. Très bel ouvrage, très complet, qui, on va dire, demeure pertinent malgré ses 10 ans d'âge, très technique, peut-être à certains moments imposant, je dirais-je, pour des gens qui s'y connaissent peut-être un peu moins. C'est un fichu de gros ouvrage, ça peut donner un peu le mal de tête. C'est aussi très sobre dans sa présentation. Il n'y a pas comme 1001 peintures ou images, illustrations à l'intérieur, là, on s'entend. C'est très, très sobre. Je pense que c'est peut-être le petit détail qui pourrait faire reculer certains, mais j'espère que je vous ai peut-être convaincu avec cette courte présentation, cette courte critique. Je serais curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous l'avez déjà lu? Est-ce que vous l'avez déjà utilisé de manière concrète pour mettre en pratique certaines astuces? Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez les autres ouvrages du Lapin Marteau. Bien entendu, tous les liens pertinents sont dans la description de cette vidéo. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.